management inventer les règles de demain, Gary Hamel remet en cause les principes mêmes du management actuel. Ceux qui empêchent l'entreprise de s'adapter au contexte mouvant d'aujourd'hui et démontre la nécessité d'inventer le management 2.0. Gary Hamel n'édicte jamais de recettes prêtes à l'emploi. Il analyse le succès d'entreprises pionnières en matière d'innovation managériale. Il va prendre l'exemple de Google, de Gore-Tex ou encore de Whole Foods et montrer comment ces entreprises arrivent à faire participer leurs employés et l'ensemble de l'entreprise à l'innovation. Il propose un processus d'innovation permanente qui permet d'identifier et de contester de l'intérieur les dogmes établis et de trouver au cas par cas les meilleures réponses. Nous allons commencer ce reportage avec une vidéo du professeur Hoog, chef des urgences à Lyon, dans le domaine des urgences dentaires. Déjà, une première question assez classique en fait. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre travail, en fait, en quoi consiste votre travail et une journée type en fait, du matin jusqu'à la fin de la journée. Notre journée type, c'est tout simplement d'évacuer en moyenne dans une journée, on va dire 75 patients qui souffrent des dents. On évacue les patients en souffrance de 8h45 à 18h30 à peu près entre nos deux services. Voilà. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait en quoi votre fonction ici relève du management en fait, d'une équipe? Management, parce que si vous voulez, on a besoin de, justement c'est ce que je dis, on a besoin d'encadrer une équipe et de faire en sorte que les patients soient les mieux soignés et les plus rapidement soignés. L'importance d'un management, c'est ça, c'est d'avoir l'efficacité du service et pour le service et pour les patients bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes un peu le manager du service. Je suis le lundi matin, le mardi matin et le jeudi, et c'est moi qui manage tout le service. D'accord, en tant que manager. Et aujourd'hui, vous vous considérez par exemple comme quelqu'un d'assez souple ou quelqu'un d'autoritaire au contraire avec les étudiants? Je crois que je suis très souple. Moi j'ai le sentiment d'être plutôt souple. Plutôt souple, d'accord. Mais c'est vrai que comme je veux que le travail se fasse, si ça se fait pas, c'est vrai que je pose. De temps en temps, je gueule un peu. Bien sûr, ouais. Mais je gueule gentiment, j'ai l'impression que je gueule gentiment. Ça avance bien, Voilà, j'ai l'impression de gueuler gentiment. C'est vrai que des fois, quand je vois que ça avance pas, je dis qu'est-ce que tu fais, espèce de feignasse, ou ça va pas, gentiment, mais c'est vrai que je le dis. Mais bon, voilà. Mais voilà, donc c'est ma définition d'être souple, voilà. Votre façon de diriger en 2016, elle n'est pas la même que celle d'il y a 25 ans, du coup, c'est ça? Je gérais ma vacation justement de façon à ce qu'elle soit très pareil, rentable et très efficace. Donc j'avais mis en place un système, donc je préférais consacrer beaucoup au départ à la démonstration, à montrer aux étudiants. Donc on perdait, c'est vrai, au départ beaucoup de temps, les étudiants avaient l'impression que ça n'avançait pas, mais après à partir du deuxième trimestre, ça débitait énormément. Pour rendre plus efficace aussi la formation donc, de ces étudiants et le fonctionnement aussi de votre service, est-ce que vous laissez parfois part à la créativité des étudiants en fait? Ou alors est-ce que vous, justement sur ce point-là, vous pouvez rester rigide malgré vous? Dans un service médical, je pense que si c'est du management médical, la créativité c'est quand même difficile. Ouais. Voilà. Je pense. Hein. Non, bien sûr, oui. Voilà. Je pense que dans un service médical, ce qu'il faut quand même chercher, alors, c'est quand même le soin du patient, sûr, le meilleur qui soit, le plus efficace. Des techniques non académiques, alors pas très axées. Est-ce que ça arrive parfois justement que vous laissiez la place à ce genre de choses? Mais néanmoins, je suis à l'écoute mais c'est vrai que je cherche plutôt l'efficacité. Voilà. Tu vois, elle était facile à faire. Il faut savoir que notre service est un service qui est... c'est un des rares services hospitaliers qui est excédentaire. Nous sommes un service excédentaire. Et on comble le déficit, une grosse partie du déficit de l'école dentaire, du service de consultation et de traitement dentaire. D'accord. D'où l'importance d'un management qui soit efficace, justement. Parce que si on laissait traîner, si on avait, on aurait peut-être, au lieu d'avoir le bouche-oreille n'aurait pas été le même, au lieu d'avoir 75-80 patients par jour, on n'aurait peut-être que 30 ou 40, et on aurait en soi un service vraiment difficile. Qui m'avait un peu marqué, vous parlez justement d'autorité et d'ego un peu. Ouais, on est tous un peu... Non, bien sûr. Mais alors justement, est-ce que vous pensez, vous, par exemple, en ce qui concerne ce service-là, le vôtre,
Ouais. que pour arriver justement à un service efficace. Parce que vous en parliez, c'est d'être efficace. Vous devez justement. Alors l'ego, je sais pas. Vous pensez Mais l'autorité, oui. D'accord, donc vous pensez vraiment qu'il est important que la structure hiérarchique soit toujours mise en valeur. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir du dialogue, mais Ouais. je pense que dans un service hospitalier, le dialogue peut se faire que de personnes équivalentes à personnes équivalentes. C'est-à-dire que là, on travaille avec des étudiants. Je travaillerai avec des collègues. Moi, quand je travaille avec mes collègues, quand on se réunit de temps en temps pour parler justement du service, même s'ils ont 33 ans et puis 30 ans, j'écoute tout à fait ce qu'ils me disent. Pour moi, ils sont tout à fait l'équivalent de moi et j'écoute leurs conseils. Ce sont des relations horizontales. Voilà, là, c'est des relations vraiment horizontales. Ouais. Et puis Guillaume, qui est notre vrai chef de service, lui qui a 62 ans, Guillaume Alcarty, il nous écoute totalement. Quand on lui dit c'est comme ça qu'il faut faire, Guillaume, plutôt qu'autrement, il nous dit de toute façon, vous faites comme vous pensez que c'est meilleur pour le service. Nous allons maintenant comparer les pratiques managériales de Monsieur Hoog avec celles en place chez McDonald's en interviewant la directrice du McDonald's de Sans Souci à Lyon. Bonjour Rachida. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Rachida Itali, je suis manager depuis bientôt 30 ans au McDo de Sans Souci, et voilà, tout se passe bien et c'est un plaisir de répondre à vos questions. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement vos méthodes de management? Est-ce que vous vous considérez plutôt comme une manager souple ou plutôt quelqu'un de rigoureux? Je pense être quelqu'un de plutôt rigoureux et plutôt strict. C'est vrai qu'au McDo, il n'y a pas trop de place pour la créativité. C'est vrai que McDo, tous les services doivent être les mêmes dans tous les McDo de France. Donc du coup, on est assez uniforme sur les pratiques managériales. Après, c'est vrai que vu que c'est beaucoup de jeunes avec qui je travaille, j'essaie de leur laisser un peu de liberté et de leur laisser un peu de responsabilité quand c'est possible. D'accord. Donc, est-ce que dans votre McDonald's, la hiérarchie est très précise? Est-ce qu'elle est toujours respectée? Ou est-ce qu'en cas de situation d'urgence, notamment, elle peut être remise en question? La hiérarchie n'est jamais remise en question. Dans les situations d'urgence, il est possible que certains jeunes et certains non-managers prennent des initiatives et prennent un peu la responsabilité, mais la hiérarchie n'est jamais remise en question. Au contraire, ça fait 30 ans que je fais ça, ces jeunes-là n'y connaissent rien et je ne peux pas les laisser... c'est des subordonnés, quoi. Bonjour Monsieur Bernard. Bonjour Monsieur Anceau. Donc vous avez postulé pour le poste de réceptionniste de nuit au sein de notre hôtel. Est-ce que vous avez déjà eu de l'expérience là-dedans et est-ce que vous savez un peu les missions qui vous seront attribuées? Oui, donc j'ai vu sur l'offre, sur le site internet, j'ai vu les missions que vous proposiez. Donc ce qui concerne le check-in, le check-out, l'accueil des clients, la gestion des réservations. Et c'est des missions que j'ai déjà eu l'occasion d'effectuer quand j'étais en stage pendant 6 mois dans un appart-hôtel à la réception. Donc c'est un métier que je connais déjà. Donc c'est vrai, effectivement, vous aurez ce type de mission-là. Vous aurez également des missions un peu plus pratiques. Vous devrez plier les draps, vous devriez repasser les têtes d'oreiller, lancer les machines à laver, préparer les petits déjeuners et sûrement aussi récurer les toilettes. Bien évidemment, ce qui est important, et je pense que c'est notre métier, c'est l'un des points principaux, c'est le cœur et l'idéal de service aux clients, la passion que vous aurez à effectuer ces différentes tâches. Je pense que c'est ça qui permet d'être efficace et d'être productif dans votre travail. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Anceau. J'ai toujours cherché justement à satisfaire les autres personnes, et notamment les clients dans le cadre de mon travail. Si jamais vous me demandez de nettoyer les toilettes, ça me fera vraiment plaisir de le faire. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour la réputation de l'hôtel, tout comme si vous me demandez de nettoyer le linge, ou encore de le ranger, de faire le ménage. C'est vraiment des choses qui me motivent et c'est pour ça que je me lève le matin pour venir travailler. C'est pour accomplir toutes ces petites tâches qui me permettront à la fin de la journée de me dire que les clients sont satisfaits et que votre hôtel aura des bonnes critiques.
Bonjour. Bonjour Monsieur Anso. Ouais. Vous avez une minute? Ouais. Ouais, je voulais vous parler parce que tout à l'heure, les clients de la chambre 16, après qu'ils soient partis, j'ai discuté un peu avec eux. Et c'est une nouvelle fois des clients qui m'ont dit que la décoration dans l'accueil, en fait, les a beaucoup étonnés. Ouais. Par rapport au reste de l'hôtel, au salon, aux chambres. Et donc, je me demandais si vous envisagez là, bientôt, éventuellement de faire des travaux, Non, je pense pas. d'harmoniser un peu le Non, tout. je pense pas, non. Non. Ça me... Pas du tout. D'accord. C'est bien comme ça. Parce que sur Booking, il y a pas mal de. Non, on n'a pas de budget, il n'y a pas trop d'argent, Pas de donc budget. on fera pas ça. D'accord. On fera pas ça, c'est sûr. Donc D'accord. voilà. En tout cas, je voulais vous faire passer le message. C'est bien, mais garde ça pour toi la prochaine fois. Ok. Pas de soucis. Allez au travail. Donc, dans le cadre d'un cours, Organizational Behavior, nous avons lu un livre de Gary Hamel et dedans il préconisait que pour motiver les employés, plutôt que la rémunération ou la possibilité d'évolution au sein de l'entreprise, il fallait placer au cœur de sa mission la passion. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le cadre de la psychologie au travail? Tout d'abord, c'est vrai que la passion, si je ne m'abuse, est déterminante de toute action humaine. Évidemment, un travailleur doit se sentir, comment dire, partie prenante de l'action entreprise au sein de son travail et managé par sa hiérarchie. Évidemment, évidemment, la passion a son rôle à jouer et si on veut une équipe à fond dans ce qu'elle entreprend, il faut forcément l'impliquer et qu'elle se sente elle-même impliquée. Le volontariat est le premier des moteurs. En effet, l'homme qui aura l'impression d'agir et d'avoir un effet positif sur la société sera doublement plus efficace et sûrement beaucoup plus impliqué et participera beaucoup plus fortement dans son action. C'est évident. Alors, dans son livre, Gary Hamel préconise également qu'il faudrait aplanir la hiérarchie et que chacun soit plus ou moins égal au sein de la société. Bien sûr. Chacun puisse participer à la prise de décision, peu importe son statut, qu'il soit subordonné ou manager. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que idéalement, c'est bien évidemment ce que ça comme recherche, c'est-à-dire pas d'homme supérieur, pas d'homme inférieur, et évidemment. Cependant, il apparaît que les hommes, et c'est la nature de l'homme, chaque homme est névrosé, chaque homme a sa névrose, et le travail en groupe entraîne forcément des difficultés. Et il me semble que ce serait un idéal de faire confiance à l'homme pour désigner lui-même ses propres leaders. Et il me semble que malheureusement, en voulant mettre en avant les qualités de chacun, si jamais on n'organise pas ça sur un système hiérarchique clé, et si le manager n'a pas une autorité naturelle, il se peut que plutôt que les qualités, ce soit plutôt les défauts de chacun qui ressortent dans ce genre de pratique. Mais il est évident que aplanir les relations hiérarchiques et les mettre à l'horizontale pour que chacun se découvre des talents et des qualités est positif, mais ça semble relever sûrement de l'utopie.